Donc, salut Pierre et merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, toi, tu es rédacteur en chef de la revue Regard. Salut Thomas. Moi, j'aimerais avoir ton retour sur ce, avant de rentrer dans le détail, déjà sur ce nouveau gouvernement, puisqu'Emmanuel Macron, il promettait un nouveau chemin. On a vu voilà, des têtes qu'on connaissait pour la plupart et pas beaucoup de débauchage comme c'était promis. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau gouvernement et qu'est-ce qu'il en dit en fait? Je ne sais même pas si on peut dire que c'est décevant parce que je suis pas sûr qu'on pouvait vraiment en attendre grand-chose. Ça reste un remaniement. C'est toujours un peu amusant de savoir quels seront les signaux qui vont être envoyés. Et visiblement, les signaux qui sont envoyés par Emmanuel Macron, c'est on prend un peu les mêmes et on recommence et on met quelques paillettes en mettant Roselyne Bachelot et Dupond-Moretti au gouvernement pour dire waouh, c'est super, ça fait un casting vu à la télé et c'est sympa et ça montre que Emmanuel Macron est ouvert. Et il est tellement ouvert que d'ailleurs il nomme un Premier ministre, encore une fois, qui n'est pas vraiment issu de ses rangs. Au-delà du fait que nous, à gauche, on n'en attendait pas grand-chose, je me dis que ce n'est pas un signal super positif envoyé à ces troupes, et je pense notamment aux parlementaires qui peut-être s'attendaient à ce que des véritables signaux soient envoyés sur notamment les questions écologiques, sur la question sociale notamment aussi, même si on ne s'attend pas à ce qu'Emmanuel Macron mène une politique sociale, mais on se disait que possiblement des entrants au gouvernement issus des rangs de la gauche auraient pu conforter une partie des députés. Et pour avoir discuté avec quelques députés d'Emmanuel Macron, je sens quand même qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui ne sont pas très contents et très heureux de ce remaniement, en tout cas de la manière dont le message est envoyé avec ces nouvelles nominations. Je crois qu'il n'y a que 8 entrants vraiment dans ce gouvernement, le reste c'est un jeu de chaise musicale. Et que donc, du coup, ce qui était attendu, c'est-à-dire le Manuel Macron du et en même temps, il n'arrivera jamais finalement. Et je pense qu'une partie de son électorat va sans doute lui en tenir grief, même si je pense que l'électorat de gauche, il y a longtemps qu'il a déserté ou qu'il a imaginé qu'Emmanuel Macron pouvait être véhiculer en tout cas une partie de leurs aspirations. Mais je pense que, y compris dans la Macronie, qui était déjà en train de se fracturer, il faut se rappeler quand même qu'il n'a toujours pas, il n'a plus la majorité absolue, il ne tient que grâce au MoDem, qu'elle pourrait bien continuer à se fracturer, cette Macronie. Justement, tu as parlé de la question écologique. On sort d'une convention citoyenne où les propositions étaient quand même extrêmement ambitieuses et où Emmanuel Macron s'est engagé à faire des référendums, à les prendre en quasi-totalité en compte. C'est quand même pas un signe positif d'avoir nommé Barbara Pompili, qui est une ancienne écologiste, comme ministre de la transition écologique, justement. C'est vrai que je crois dans la sincérité, sans doute, et l'engagement de Barbara Pompili sur les questions écolo. Je la connais en plus depuis longtemps. On ne peut pas dire qu'elle ait véritablement fait ses preuves lorsqu'elle était ministre elle-même à l'ère de François Hollande, où les engagements écolos n'étaient pas non plus terribles. Je ne sais pas si à elle seule, elle va être en capacité de faire ce que Nicolas Hulot, avec sa force de conviction et son caractère, n'ont pas permis de faire. C'est ça le problème, c'est que on a le sentiment qu'on nomme une femme numéro 2 et c'est plutôt bien sur le plan symbolique. D'abord, que ce soit une femme qui incarne l'écologie et que ce soit la numéro 2 du gouvernement, parce que c'est la question de la transition écologique qui est donc numéro 2 dans ce nouveau gouvernement. C'était déjà le cas avec Nicolas Hulot et ça n'a rien donné. Hélas, j'ai le sentiment que ce soit bien pour le casting, mais pas terrible sur la conduite des politiques publiques en matière écolo. Et c'est vrai qu'on entend quand même, j'ai beaucoup entendu dans les éléments de langage de la Macronie dire que ce n'était pas nécessairement une personnalité écologique qu'il fallait pour ce gouvernement, mais que l'écologie irrigue l'ensemble des ministères. Et c'est vrai que tant que l'écologie ne sera pas une composante essentielle de partie prenante de tous les ministères, à commencer par le ministère de l'économie, des finances et donc de la relance, on n'y arriverait pas. Et ce n'est pas à elle seule. Une seule écologie dans un gouvernement qui ne fait pas de l'écologie n'y arrivera pas à faire de l'écologie. Donc, du coup, on peut d'ores et déjà dire que sans doute ce sera pas une bonne nouvelle. Peut-être, la seule chose que l'on peut attendre, on va voir, je n'ai pas encore entendu là s'il y avait eu des annonces de fait, mais si elle prend son ministère et qu'elle annonce allez, 3-4 grandes mesures en disant on revient sur les engagements et évidemment on va essayer de sortir du nucléaire le plus tôt, évidemment on sort du glyphosate non pas dans 6 mois ou 3 ans, mais maintenant. Voilà, des engagements forts comme cela. Si on arrête les lignes aériennes internes qui servent à rien en France, telles que peuvent le proposer François Ruffin ou la députée, j'ai oublié son nom, Delphine Bateau.
Delphine Bateau. Voilà, s'il y a des engagements forts qui sont pris comme cela, et je pense que c'est ça qu'on attend. C'est-à-dire que là, on en est qu'à l'étape du casting. Si derrière ces castings, il y a des annonces fortes, là, j'écoutais Dupond-Moretti qui semble vouloir dire, par exemple, qu'il veut faire une grande réforme du parquet. Bon, très bien. Pourquoi pas, on attend de voir, mais il faut quand même que ces annonces elles arrivent et que surtout les engagements soient suivis d'effet. Justement, Dupond-Moretti, c'est quand même le coup médiatique de ce casting. Alors, c'est un coup médiatique ou c'est un coup politique? Parce qu'on a déjà vu que le plus gros syndicat de la magistrature avait communiqué hier en parlant de déclaration de guerre et de mépris pour la justice. On connaît les positions qu'a eu Dupond-Moretti par le passé. Ça va donner quoi cette personne-là à la tête du ministère de la Justice? Là encore, Emmanuel Macron va nous avoir conduit à découvrir aussi peut-être de nouvelles manières de faire de la politique. Moi, ma question qui me taraude, c'est quelle marge de manœuvre ils ont. Roselyne Bachelot, je sais qu'elle a une appétence pour la culture très élitiste. Hein, c'est quand même c'est l'opéra, c'est pas le street art, c'est pas les musiques actuelles ou que sais-je encore. C'est pas ça la culture. Mais encore une fois, elle a beau avoir une appétence sur la question culturelle, c'est quelle est la marge de manœuvre et quelle est la politique, quelle est la feuille de route qui va être la sienne. S'il n'y a pas de moyen de mener une politique culturelle, ça sert à rien. Et pour Dupond-Moretti, c'est la même chose. Sans doute, ça fait bien sur le casting, encore que il est quand même ça fait quand même envoyer un signal à la magistrature qui est quand même pas exceptionnel. Il y a encore quelques semaines, il expliquait qu'il fallait supprimer l'école nationale de la magistrature, que c'était des barbouzes. Donc, nommer un garde des Sceaux qui est aussi hostile aux juges, je trouve que le message envoyé est quand même pas terrible. Après, il est aussi celui qui a défendu parfois l'indéfendable. On est dans une justice, donc tout le monde a le droit à la justice, mais c'est vrai que symboliquement, d'avoir défendu un Balkany ou d'avoir défendu voilà, qu'on peut appeler une sorte de crapules en politique, bon, il faut attendre de voir. Il va sans doute y avoir un style, c'est quelqu'un de très cultivé, c'est quelqu'un qui a une manière de s'exprimer, un art oratoire qui est assez fort. C'est un fort en gueule, je pense qu'il ne se laissera sans doute pas faire et que sans doute il vient pour un objectif précis. Si c'est la réforme du parquet, peut-être que c'est une bonne nouvelle. Ma question, ça reste encore une fois les marges de manœuvre. On est un des pays où le budget de la justice est le plus faible d'Europe. Les conditions dans les prisons sont pas possibles. Sans doute, il faut attendre de voir ce que ça va donner. Après, encore une fois, bon, j'ai lu aussi, effectivement, j'avais oublié, mais comment l'oublier, les déclarations qui avaient été les siennes lorsqu'il a défendu Georges Tron, où il avait dit que MeToo allait trop loin, que c'était des pratiques non, je crois que non, ou que Mediapart avait des pratiques staliniennes. Enfin, il a eu quand même tout un tas de propos. Il va être le garant de la défense des libertés, et notamment des libertés publiques et des libertés de la presse. On ne peut pas dire que son passé soit une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont concernés, les justiciables, ceux qui défendent la liberté de la presse au quotidien notamment, ou les femmes qui sont encore aujourd'hui harcelées avec cette plainte qui est toujours présente d'ailleurs pour le nouveau ministre de l'Intérieur qui court. Bon, il y a la présomption d'innocence évidemment, mais quand même, ces signaux qui sont envoyés sont quand même pas extraordinaires. Justement, avec Gérald Darmanin, son nom fait beaucoup parler. Moi, on n'a pas trop parlé de Christophe Castaner. Est-ce que c'est pas, je suis pas là pour défendre Castaner, mais est-ce qu'il paye pas quelque part aussi, parce que c'est quand même un proche de Macron, ces dernières prises de position où c'est un des seuls qui a dit qu'il y avait du racisme dans la police, où il a demandé le retrait de la clé d'étranglement. Est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas sacrifié sur ça ou est-ce qu'il paye plus largement ce qu'il a fait depuis qu'il était ministre de l'Intérieur? Je pense qu'il a été un très mauvais ministre de l'Intérieur et par ailleurs, il a tardivement reconnu qu'il y avait des violences policières. Il a refini par reconnaître qu'il y avait des violences policières parce qu'il voyait bien qu'il y avait un mouvement dans la société qui se passait à la fois en France mais à l'échelle internationale et notamment aux États-Unis et que donc il fallait bien commencer à dire que oui, il y avait quand même un problème. Alors lui, il disait pas de violence policière, mais de violence de la police. Je ne sais plus quelle était la formule retenue, mais oui, je pense qu'il paye surtout la mauvaise gestion d'un ministère qui est quand même extrêmement important. Il vient de la gauche, Castaner. On aurait pu imaginer qu'il arrive dans ce ministère sans être dans une forme de défiance vis-à-vis de ce pourquoi il est nommé le premier flic de France, mais à minima de dire il faut conduire une réflexion sur de quelle police on a besoin, voilà, de conduire. Macron est tellement emballé par l'idée de lancer des débats permanents que là, pour la peine, il y a un vrai sujet entre les populations et la police. Et que donc, oui, sans doute, il y a une grande réforme à mener de la police, mais qu'elle doit se conduire sur la base d'une concertation, voilà, et puis une véritable réflexion. Il y a même j'ai entendu des intellectuels qui ne sont pas franchement classés à droite qui parlent de dissolution de la police.
Donc, je ne sais pas s'il faut en arriver jusque-là, mais je pense qu'il y a un véritable débat public à mener sur de quelle police on a besoin et de quelle police aujourd'hui, quelle police il nous faut aujourd'hui. On voit, ça a clivé aussi beaucoup à l'échelle des municipales, à l'échelle municipale. Est-ce qu'on a besoin d'une police municipale armée, paramée, machin, etc. Je pense que c'est un sujet qui intéresse les Français. La question de la sécurité est forcément un sujet, je ne crois pas, qui me préoccupe principalement les Français, mais qui est un sujet sur lequel tout le monde a son mot à dire. Et surtout, je me suis fait reprendre à plusieurs reprises après avoir dit qu'effectivement, quand tu vas dans une manifestation, moi, voir un flic, ça m'inquiète, ça me fait peur, ça me fait flipper. Et je pense que c'est un problème dans une société, effectivement, où les gens ont peur de ceux qui sont en charge de leur sécurité. Donc, je pense que c'est la principale faiblesse de Castaner. Après, Darmanin, il vient de la droite. On a le sentiment qu'il est en train de prendre le parcours de Nicolas Sarkozy. Sans doute après l'étape d'après, peut-être il sera Premier ministre, peut-être il sera président de la République. On ne l'espère pas. Il faut que la gauche se réveille. Elle a l'occasion de se réveiller, la gauche, aujourd'hui. Mais bon, on va voir. Justement, tu disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de députés ou ceux avec qui tu as discuté qui étaient pas trop satisfaits du casting aujourd'hui qu'avait fait Emmanuel Macron dans ses gouvernements. Parce qu'on nous annonçait par exemple des débauchages de personnalités politiques de droite très importantes. On a eu le nom de Valérie Pécresse qui était sorti. Et voilà, donc, mais aujourd'hui on n'en a pas qui sont rentrés dans ce gouvernement. Est-ce que c'est pas aussi un problème d'incarnation? Est-ce que aujourd'hui Emmanuel Macron et le macronisme tel qu'il le conçoit, il n'est pas de plus en plus isolé en fait? Je pense qu'il y a une forme d'usure déjà. Ça fait que 2 ans qu'on a Emmanuel Macron à l'œuvre, mais j'ai le sentiment, quand même, y compris dans ceux qui ont été les premiers macronistes, il y a une forme d'usure du pouvoir qui se met en place avec voilà, le sentiment de s'être fait avoir parce que il avait promis et en même temps, et on se retrouve en fait dans un cas de figure où on n'a jamais ressenti aussi fort le clivage droite-gauche. Macron est un homme de droite, il vient de constituer un gouvernement de droite, tout ça est très cohérent. Mais il y a quand même des signaux qui sont quand même assez perturbants. Le fait que Valérie Rabault, qui est quand même la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, ait été contactée par des proches de Macron pour rentrer au gouvernement, c'est dire la faiblesse politique aussi de ce qu'est la Macronie. C'est-à-dire que penser qu'en allant chercher celle qui incarne, entre autres, une des oppositions à Emmanuel Macron à gauche, qu'elle allait être en capacité de rentrer dans son gouvernement, mais quel est le signal? Enfin, il pense vraiment que la meuf, elle va aller au gouvernement mener des politiques de droite alors qu'elle se revendique de la gauche. Sans doute, il y a des gens qui sont assez débiles, enfin pas débiles, mais opportunistes pour le faire. Mais ça veut dire que s'ils ne pensent aller chercher que des gens opportunistes pour conduire des politiques avec lesquelles ils sont en désaccord, c'est une piètre idée de la politique qu'Emmanuel Macron se fait. Alors encore une fois, il y en a des Olivier Dussopt qui viennent plutôt de la gauche socialiste et qui décident de faire une carrière fulgurante, qui vient d'être nommé et d'être d'ailleurs promu ministre en charge des comptes publics. Il y aura toujours à droite, ça a visiblement assez résisté puisqu'ils n'ont pas réussi à choper une grande personnalité nouvelle, en tout cas par Roselyne Bachelot et le Premier ministre, mais qui n'est quand même pas non plus une pointure. Et à gauche, j'ai visité le sentiment qu'à gauche, on a un peu résisté. Maintenant, je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment le problème d'Emmanuel Macron d'avoir une incarnation de gauche dans son gouvernement. Parce que finalement, il a bien compris que l'électorat de gauche ne lui était plus du tout favorable et que c'était plutôt du côté de la droite qu'il fallait regarder, voire de la droite dure d'ailleurs. C'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que dans les 2 ans à venir, alors qu'on aurait pu estimer qu'il y allait avoir peut-être un petit tournant social, écolo, avec des signaux envoyés, j'ai peur que le signal qui soit envoyé soit plus vers la droite de la droite que la gauche de la droite. Alors, justement, on va finir là-dessus, et c'est ma dernière question. Beaucoup ont dit que ce gouvernement était un gouvernement de campagne et qu'Emmanuel Macron était déjà en campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Est-ce que ça renforce la responsabilité de la gauche et l'idée qu'on se fait du rassemblement qui doit émerger pour qu'on puisse enfin conquérir le pouvoir? Alors, d'abord, moi, il y a un truc, je sais qu'on ne peut pas comparer une échéance municipale à une échéance nationale, mais c'est vrai qu'on nous promet depuis des mois un match La République en marche, Rassemblement national. Or, les perdants de ces élections municipales, c'est La République en marche et le Rassemblement national. Donc, il y a une possibilité, il y a une fenêtre de tir. La gauche n'est pas sortie vainqueur tel qu'on pourrait l'imaginer de ces élections municipales, mais on sent quand même que des expériences qui ont marché, des expériences comme à Marseille, des expériences à Grenoble, même si c'était déjà le cas dans la précédente municipale, mais qu'il y a quand même là un début de réponse pour la gauche aussi, de repenser sa manière de faire de la politique, sa manière de repenser les questions d'alliance qui doivent
peut-être plus se faire autour des partis politiques, mais peut-être autour de figures citoyennes. J'ai discuté avec Noël Mamère ce matin qui nous expliquait qu'effectivement, à Bordeaux, plus de 50% des gens qui étaient sur la liste de cette gauche rassemblée étaient des gens issus de la société civile, collectifs citoyens. À Marseille, Rubirola s'est entouré de personnalités qui ont créé des collectifs citoyens et qui sont d'ailleurs aujourd'hui dans des positions très importantes dans les exécutifs municipaux. Donc je pense que oui, la gauche a une responsabilité. La gauche et les écologistes ont une responsabilité. On voit bien que tout le monde cherche à jouer la bataille du leadership. Jean-Luc Mélenchon nous a appris hier que en fait, le Rassemblement s'en foutait. En gros, ce qui compte, c'est la doctrine, pas la doctrine, mais l'intransigeance sur le plan des idées. Et il a raison d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas matière à faire des compromis. Il y a eu trop de compromis dans ces 30 dernières années qui ont abouti à faire des politiques avec des consensus mous. Donc il a raison sur l'intransigeance idéologique, mais quand même, elle ne peut pas se faire, cette intransigeance idéologique, avec la plupart de ceux avec qui il a été en accord, ou il est encore en accord, ou qui sont ses alliés et ses amis politiques. Donc voilà, il y a peut-être un peu d'espoir sur ce qui s'est passé dans le cadre de ces municipales et sans doute autour de la question écologique, qui devient à mon avis une question centrale. Sans doute que la gauche peut se réinventer ou doit se réinventer d'ailleurs autour des questions écologiques et sociales, mais aussi démocratiques, parce qu'on voit aussi que quand même on traverse une grosse crise démocratique où, avec cette espèce d'incohérence où on n'a jamais connu, on n'a jamais vu de ces dernières semaines, des derniers mois, des manifs aussi pleines sur la question des violences faites aux femmes, sur la question du climat. On a vu des manifs très importantes. Sur les violences policières et contre le racisme, c'est pareil, on a vu des manifestations très importantes. Donc, il y a une mobilisation dans le peuple, notamment de la jeunesse, mais qui ne se traduit pas dans les urnes. Donc, je pense que là, c'est le boulot des hommes et des femmes politiques, des partis politiques, que de trouver une traduction aussi politique à toutes ces mobilisations pour qu'elles se traduisent en espérance d'ici à 2022. Mais merci Pierre pour nous avoir accordé ce moment et bonne continuation pour la suite. Merci à toi Thomas.